C'est un très grand plaisir pour moi de donner la parole à Léa, Rui et Simon, et encore grand bravo à vous trois. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Alors, l'usage veut que nous débutions avec quelques remerciements aussi pour notre part, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc d'abord, des remerciements à l'association ASA Handicap Mental pour notre partenariat, sans lequel il n'y aurait rien eu. Jean-Christophe Pastor, qui est à l'initiative du projet 4, qui est présent aujourd'hui, mais aussi Anne-Sophie Cooper et Stéphane Delgrand de l'association. Un remerciement à la Fondation Crédit Suisse pour son soutien à l'innovation pédagogique. Un remerciement aussi à la Commission d'innovation pédagogique et au rectorat pour la sélection de notre projet. On devrait avoir le plaisir d'accueillir un petit peu plus tard le professeur Eric Sanchez, qui a présidé cette commission d'innovation pédagogique. Et donc Madame la vice-rectrice qui nous a fait le plaisir de sa présence. À notre décanat pour l'organisation de cette soirée, donc Madame la doyenne Lucie Mottier-Lopez qui nous a très brillamment introduit la conférence ainsi qu'à toute son équipe, toute l'équipe du décanat. Et puis des remerciements au laboratoire RIFT pour le soutien au projet dans son ensemble, et puis pour l'organisation de cette conférence. Alain Girardin, le professeur Laurent Fietta, qui sont très impliqués dans le projet cadre. C'est-à-dire que Laurent est impliqué aussi dans ce projet et il est tout à fait solidaire de cette récompense qui nous est faite. Merci Laurent. Et puis remercier aussi Edith Campos, qui est à la manœuvre aussi pour l'organisation de cette soirée. Et puis remercier aussi Rui Costa Machado, qui a fait spécialement le voyage depuis le Portugal pour être ici avec nous aujourd'hui. Et donc on va débuter, je vais laisser la parole à Léa Beau. Donc merci à toutes et à tous d'être venus ce soir pour pouvoir écouter notre conférence. Merci aussi aux personnes qui ont pu prendre la parole juste avant et qui nous a donc décerné le prix. Du coup, j'ai le plaisir de pouvoir démarrer cette conférence que l'on a intitulée « Inclusion et formation d'intervenants et d'intervenantes en situation de handicap, perspectives pour l'enseignement à l'université ». Donc aujourd'hui, on va parler du stage de Rui Costa Machado, de ce qu'on a mis en place donc, au sein de l'université, mais on va aussi parler plus généralement de la recherche-intervention dans lequel vraiment s'est inscrit ce stage et ce dispositif de stage de manière plus générale. Donc tout d'abord, je vais vous présenter en fait le contexte de la recherche-intervention. Donc il y a vraiment un enjeu, et vous le savez bien évidemment, autour de la reconnaissance professionnelle des personnes en situation de handicap et de manière plus générale de la reconnaissance des personnes en situation de handicap. Donc tout d'abord, ce sont des personnes qui sont reconnues comme étant capables et donc qui peuvent entreprendre différents projets dans différentes matières. Et donc elles participent davantage à la vie sociale, culturelle, mais aussi à la vie professionnelle. Et donc, c'est important de pouvoir reconnaître les personnes en situation de handicap comme étant capables parce que ça n'a pas souvent été le cas. Il y a plusieurs années en arrière, ce n'était absolument pas le cas. Et donc, c'était vraiment aussi difficile pour ces personnes de faire partie tout simplement de la société et de participer à une vie sociale, culturelle ou même aussi à une vie professionnelle. On reconnaît aussi davantage leurs compétences. Donc, ce sont des personnes qui ont des compétences sociales, culturelles, mais aussi professionnelles. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. On ne fait pas que les reconnaître comme étant capables, mais on les reconnaît aussi comme ayant des compétences. Donc, je pense que vous me voyez venir sur la question des compétences professionnelles. Et donc, on tend aussi à reconnaître leur professionnalité. Donc, finalement, la professionnalité, c'est quoi? C'est le fait que ces personnes peuvent se développer professionnellement, développer leurs compétences, mais c'est aussi le fait qu'on reconnaisse ces compétences-là et qu'on reconnaisse leur développement professionnel. Parce que si on reconnaît qu'elles sont si on ne reconnaît pas leur développement de compétences, eh bien, c'est comme si finalement leurs compétences n'existaient pas vraiment. Et donc, cette reconnaissance-là, elle est vraiment centrale. Donc, ça leur permet aussi de participer et d'être inclus dans la société au niveau social, culturel, professionnel. Et dans ce cadre-là, en fait, elles peuvent endosser donc, des rôles professionnels. Et notamment le rôle d'assistant formateur ou d'assistante formatrice, mais aussi, plus généralement, le rôle de formateur et de formatrice. C'est un métier, en fait, qui tend davantage à être reconnu par les institutions, mais enfin, il commence aussi à émerger en Suisse. Donc, ça fait quelques années que les personnes occupent des rôles de formateurs et de formatrices, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est suffisamment reconnu, en tout cas dans la sphère, même si aujourd'hui, on a l'occasion que ce soit reconnu par le prix de l'innovation pédagogique à l'Université de Genève.
Donc en tant que formateur ou formatrice en situation de handicap, en fait, finalement, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ce sont des personnes qui travaillent avec des formateurs que l'on va appeler des formateurs accompagnants ou bien des formateurs ordinaires, entre guillemets. Et donc, ils travaillent en petits groupes ou bien en binôme de formateurs. Et en fait, ils dispensent des formations dans différents domaines. Donc, ça peut être des domaines qui sont liés au domaine du handicap, par exemple, donc tout ce qui va toucher à la santé, à l'éducation, ou bien ça peut aussi être des domaines de formation qui ne touchent pas forcément la question du handicap, qui peuvent toucher les domaines de la médiation culturelle ou bien des technologies visuelles, par exemple. Et donc, on sort vraiment de la question du handicap et donc, ils donnent des contenus, ils animent des formations liées à ces contenus-là. Le public aussi de ces formations, c'est des publics qui peuvent être différents. Ce n'est pas uniquement des publics qui sont en situation de handicap, ça peut être un public mixte aussi, ça peut être un public tout venant, voilà, comme ce soir par exemple. Donc, tout n'est pas forcément orienté sur le handicap. Ce n'est pas parce qu'un formateur est en situation de handicap que le domaine de formation ou bien le public auquel il s'adresse est lié à la question du handicap. Donc là, je vais vous présenter la recherche-intervention. Qu'est-ce qu'on fait finalement dans cette recherche-intervention-là ? Donc en fait, c'est une recherche-intervention qui est en collaboration, comme vous le savez, mais avec l'association ASA Handicap Mental et donc notre laboratoire, le laboratoire RIFT. Et donc au sein de l'association ASA Handicap Mental, Simon l'a déjà dit, mais enfin Jean-Christophe Pasteur a beaucoup participé dans ce projet-là et était vraiment à l'œuvre dans ce projet. Donc voilà, on te remercie aussi ce soir. Et donc, au sein, aussi en collaboration avec les laboratoires RIFT, où donc le professeur Laurent Fietta et Alain Girardin ont aussi beaucoup participé à la mise en place de cette recherche-intervention et de ce projet. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une recherche-intervention ? Donc, il y a 2 points. Il y a la question de l'intervention, où on cherche vraiment à créer une formation de formateurs qui est destinée à un public en situation de handicap. Et donc, pourquoi est-ce qu'on crée cette formation de formateurs ? Parce que pour l'instant, ils sont souvent assistants formateurs et le but, c'est de vraiment pouvoir les aider à davantage participer à la création de contenu et à l'animation de formation. Et donc, pour ça, on a vraiment besoin de créer une formation de formateurs et cette formation aussi participe à la reconnaissance de leur travail et à la reconnaissance de leur métier. On fait partie de l'université, on sait bien que tout ce qui touche au niveau du bachelor, du master ou même du doctorat permet de reconnaître aussi le travail comme étant un travail, etc., etc. D'où l'importance de créer une formation de formateurs destinée aussi à ce public-là. Ensuite, au niveau de la recherche, en fait, on va créer cette formation de formateurs en se basant vraiment sur une analyse fine du travail réel des personnes qui sont en train de travailler. On ne va pas uniquement se dire, tiens, pour faire une formation de formateur, ça serait bien d'avoir tel ou tel point dans la formation. On va vraiment aller voir sur le terrain leur travail directement pour pouvoir renseigner aussi donc, ces conditions favorables à leur développement professionnel. Juste peut-être pour préciser, donc on a travaillé avec des personnes en situation de handicap, avec différents types d'handicap, mais principalement avec un handicap mental. Voilà, c'est juste une petite précision. Au niveau de cette démarche de la recherche-intervention, donc comme je vous l'ai dit, en fait, elle prend vraiment part dans un projet qui est assez conséquent, qui est assez important et qui fait l'œuvre aussi d'une thèse que je suis en train de mener. Et donc, en fait, on a 4 études et le dispositif de stage est vraiment la dernière étude de tout ce dispositif-là. Donc, tout d'abord, si vous voulez, on a 2 premières études où on a vraiment été sur le terrain, on a été regarder les personnes, les formateurs en situation de handicap travailler. On a été faire des entretiens, on a mené des entretiens avec eux, on a observé leur travail, on a discuté avec eux. Et là, le but, c'était vraiment de chercher à comprendre leur travail durant ces 2 études-là. Et puis ensuite, on a 2 autres études, donc l'étude 3 et l'étude 4, où là, on a vraiment créé des dispositifs de formation. Et donc, on a créé des ateliers d'analyse collective des interactions dans l'étude 3. Donc, on a pu faire en sorte que les formateurs se rencontrent ensemble pour pouvoir travailler sur les interactions qu'ils mènent quand ils sont en train de travailler. Et puis, en fait, ces 3 premières études, elles ont vraiment pu nous permettre de mettre en place ce dispositif de stage. Donc, en étude 4, où c'est vraiment un dispositif professionnalisant, donc à destination de formateurs stagiaires en situation de handicap. Donc, comme je vous l'ai dit, on avait 3 études avant qui nous ont vraiment permis de renseigner le travail des formateurs en situation de handicap. Et donc, finalement, on a pu apprendre plusieurs éléments par rapport à leur travail.
Donc tout d'abord, en fait, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un travail qui est souvent réalisé en binôme et en petits groupes de formateurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que l'aspect de la communication, des interactions, c'est vraiment quelque chose qui est central dans leur travail. Sans interaction entre eux, sans adaptation potentiellement de la communication pour des formateurs qui peut-être discutent avec des tablettes, entrent en communication de différentes manières, eh bien, il y a vraiment besoin d'une adaptation aussi au sein du binôme pour qu'ils puissent entrer en communication et pour qu'ils puissent aussi entrer en communication avec le public. Donc vraiment, cette dimension du travail collectif, des interactions et de la communication est vraiment au centre de leur métier. Ensuite, on a pu aussi identifier qu'ils pouvaient participer selon différents degrés de participation. Et donc, les formateurs en situation de handicap peuvent soit participer comme des personnes qui vont témoigner, soit ils peuvent participer comme étant des assistants formateurs, soit ils peuvent participer aussi comme étant des formateurs. Donc, quand ils vont faire du témoignage, ils vont souvent parler de leur expérience de vie liée aux questions du handicap. Ils vont souvent parler des éléments qu'ils ont pu vivre à l'hôpital ou dans le système éducatif, etc., etc. Ils vont souvent parler de leur expérience à eux. Après, dans le degré de participation d'assistants formateurs, eh bien là, les formateurs, ils vont pouvoir prendre un petit bout de la formation, expliquer une notion, prendre un petit sous-groupe, poser des questions, répondre à des questions, etc. Et puis, dans le degré de formateur, à ce moment-là, les formateurs en situation de handicap peuvent vraiment prendre la moitié de la formation, dispenser les mêmes contenus que leurs collègues, etc., etc. Et donc là, leur métier s'approche vraiment de leurs collègues formateurs accompagnants. J'ai commencé du reste ma présentation avec cet enjeu-là, mais l'enjeu de la reconnaissance professionnelle est vraiment au cœur de leur travail. Et on a pu identifier que cette reconnaissance professionnelle, elle émerge entre les formateurs. Donc les formateurs accompagnants vont énormément reconnaître le travail de leurs collègues, mais ça émerge aussi dans les institutions qui accueillent ces formations et ça commence aussi à émerger dans d'autres lieux, comme ici à l'Université de Genève avec le prix que l'on a reçu aujourd'hui. Donc vraiment, ce point de la reconnaissance professionnelle est vraiment au centre. Voilà. Et puis, il y a un dernier point aussi que l'on a pu renseigner, c'est vraiment la dimension formatrice des situations de travail ou bien du dispositif de stage. Ça veut dire que les personnes en situation de handicap, les formateurs, vont apprendre le métier sur le tas dans les situations de travail, mais ils peuvent aussi l'apprendre dans des situations de stage. Donc pour l'instant, beaucoup sont en train de l'apprendre sur le tas puisqu'il n'y a pas de dispositif de formation qui existe. Mais au fur et à mesure, avec le dispositif de stage que l'on est en train de créer, ils peuvent aussi apprendre ailleurs que directement sur la place de travail. Et puis, je vais encore vous présenter le dispositif de stage que l'on a mis en œuvre. Bonjour. Donc, 5 stages ont pu être mis en œuvre lors de ce dispositif de stage. Donc, tout d'abord, on a eu 2 stages dans le cours de Simon qui a pu se mettre en place. On a eu 2 stages aussi dans le domaine de la CDPH, donc la Convention des droits des personnes handicapées. Et puis, il y a eu encore un stage dans le domaine du FALC, donc le français facile à lire et à comprendre, qui a pu être organisé. Donc, au total, on a 5 formateurs en situation de handicap qui ont pu bénéficier de ce dispositif de stage-là. Et chaque stage a duré à peu près entre 2 semaines à 4 mois. Ça a été assez variable. On a fait plusieurs essais aussi par rapport à la durée des stages. Donc là, vous pouvez voir les différentes étapes du dispositif de stage. Donc je vais vous les passer en revue assez rapidement. Donc tout d'abord, il y a eu la signature du contrat. Donc la signature du contrat, c'est un moment quand même qui est important entre les 2 formateurs, parce qu'il y a aussi des éléments sur les assurances, sur le salaire, etc., qui sont contractualisés à ce moment-là. Et donc c'est un moment aussi qui est important. Ensuite, il y a eu la fixation des objectifs de stage, donc toujours entre les formateurs, donc le formateur accompagnant et le formateur en situation de handicap, à l'aide d'une matrice des compétences. Et donc cette matrice des compétences, on l'a créée sur la base de notre analyse du travail réel des formateurs en situation de handicap. Et donc voilà, il y a plusieurs pôles de compétences, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, les objectifs de stage sont identifiés à l'aide de cette matrice des compétences. Ensuite, il y a bien sûr la préparation des séances de formation et puis les débriefings aussi entre les formateurs pour pouvoir aussi adapter le stage au fur et à mesure de son déroulement. Il y a l'éco-animation des formations. Et puis, il y a un dernier point aussi qui est très important, c'est l'évaluation du stage.
Et donc l'évaluation du stage a été faite principalement par mon collègue Alain Girardin, qui n'a malheureusement pas pu être là ce soir. Et donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu observer une séance de formation dans laquelle le formateur stagiaire participait de manière active. Il est venu observer, ensuite il a regardé, il a fait un comparatif entre les objectifs de stage qui avaient été fixés au début, ce qu'il a pu voir aussi pendant la séance d'observation, et puis à la fin, il y a un entretien entre mon collègue, le formateur accompagnant et le formateur stagiaire, et j'étais aussi présente lors de ce moment-là. Et puis ce dispositif d'évaluation de stage a vraiment permis d'identifier les stages du formateur accompagnant, mais pas uniquement d'un point de vue externe. Ce n'était pas uniquement mon collègue qui disait quelles compétences il a vues, mais le formateur accompagnant et le formateur stagiaire ont aussi participé à l'identification de ces compétences-là, et donc ont aussi pu être validées sur la base des dires des formateurs accompagnants et des formateurs stagiaires. Voilà, du coup, j'ai le plaisir de passer la parole à Rui Costa Machado. Ouais. Merci Léa. Eh bien, pour le stage, comment le stage a surgi, ça a été dans le cadre... tout a commencé en 2019 par le biais d'une série de conférences données par Asa Handicap Mental pour ses 130 ans, je crois. Et c'était durant cette conférence que j'ai co-animé avec Jean-Christophe Assor, ici présent, sur un projet qu'il a en tête et qui lui tient beaucoup à cœur, le projet de la formation de personnes formatrices d'adultes, qui plus est des personnes formatrices en situation de handicap. Et suite à la collaboration avec l'Université de Genève, plus précisément avec le laboratoire RIFT, dont font partie Léa Beau et Simon Flandin, je m'étais dit, il est l'heure de développer un peu plus de compétences. Dès là qu'avant ce stage, mon profil n'est pas si vide que ça, étant donné que j'ai collaboré avec Asa Handicap Mental pour certains cours, pour la relecture des textes écrits en FALC, par exemple, mais aussi pour lancer un projet appelé Croque-Musée, qui est une sorte de médiation culturelle pour renforcer l'accessibilité à la culture pour les personnes au niveau de compréhension au-delà de la norme. J'ai aussi collaboré avec l'atelier 1001 feuilles pour les cours FALC, pour la relecture des textes écrits en FALC, et aussi pour tout ce qui est de la culture, notamment avec récemment la relecture de textes écrits en FALC pour des spectacles ou des expositions. Et j'ai aussi collaboré avec la Haute École de Santé et les hôpitaux universitaires de Genève pour donner des cours aux corps étudiants qui font des études de médecine, ainsi qu'au personnel de l'hôpital, des cliniques et des cabinets médicaux, pour qu'ils sachent comment prendre en charge un patient ou une patiente en situation de handicap, indépendamment de leur niveau de communication et de leur niveau de compréhension, et savoir l'importance du CDPH que la Suisse a ratifié en 2014. J'avoue que pendant le stage, comme pour n'importe qui d'autre, j'ai connu des difficultés, mais la difficulté qui m'a plus marqué, c'était lors de la préparation du cours, car à peine j'avais fini le premier jour de stage, je savais comment présenter le cours, mais la structure, ça a pris du temps, et à un moment donné, j'allais mentionner une expérience professionnelle que j'ai connue dans le passé, mais en pleine conception, dans la nuit, j'étais vraiment en état de dilemme, en train de me dire, si je fais ça, qu'est-ce qui se passerait ensuite? Quel serait l'impact pour mon avenir? J'étais dans un état où je me sentais un peu dans une voie sans issue.
Mais heureusement, j'ai cette force de croire en moi qui est venue à l'esprit en pensant à une connaissance à moi. Et j'ai malgré tout mentionné cette expérience de façon plus subtile, plus discrète, en anonymisant les lieux et les personnages impliqués dans cette situation de vulnérabilité qui m'a profondément marqué dans la vie, tout en laissant d'abord un avertissement du contenu avant de parler de cette expérience, car ça a été une expérience assez difficile. Pendant tout le cours, j'avais cette angoisse. Je savais que je risquais fort en disant, en parlant de cette expérience assez douloureuse. Mais j'ai quand même mentionné déjà que avant le cours, avant le fameux stage, je me suis basé sur un personnage d'un film que j'avais vu qui s'appelle Le Cercle des Poètes Disparus. J'ai choisi de faire preuve de honnêteté avec moi-même, en faisant preuve de fidélité envers ma personne. Mais en ce qui concerne mon stage, comment ça s'est développé, tout d'abord, il y avait le premier cours qui était sur Skype, qui a été surtout marqué par un problème technique que j'avais remarqué, parce que j'étais dans la pièce à côté de celle où Simon donnait le cours. À un moment donné, j'entendais sa voix depuis la salle à côté. Alors, pour venir en aide à une partie du corps étudiant, j'ai demandé à Simon de répéter pour avoir le cœur, avec le prétexte que c'est pour savoir si j'ai bien compris, c'est pour avoir le cœur net. Et il a répété, et le cours a continué comme si de rien n'était. Et à peine le cours terminé, j'ai tout simplement... J'avais en tête quel cours, comment j'allais présenter ce cours. J'avais quand même des pistes en main depuis un certain temps, notamment à travers une émission que j'avais présentée dans le passé, Singularité, qui est née dans la Fondation Clairbois, plus précisément à Execo Productions Vidéo, en collaboration avec Limon Bleu TV, qui a diffusé 135 émissions de Singularité, ce qui est beaucoup. Et je me souviens que j'avais aussi donné j'avais assisté Simon pour certains cours. Enfin, en même temps, j'ai fait savoir ce que je savais de mon ce que je savais sur tel ou tel sujet. Par exemple, sur la mobilisation des personnes face à des problèmes, par exemple, de logement. C'était un élément qui m'a marqué dans ce cours qu'il avait présenté. Et je me souviens qu'avant chaque cours, il y avait cette fiche qu'avait montré tout à l'heure Léa Beau à demi-mot. Et en me basant sur mon expérience, je suis allé un peu plus vers l'avant, dans un certain sens. Et en fin de compte, à la fin de ce cours que j'avais donné, j'ai reçu un accueil très très positif de la part du corps étudiant qui a eu la chance de découvrir le cours que j'ai donné. Et peut-être qu'à l'avenir, dans les années qui suivent, que ce soit ici en Suisse ou dans d'autres pays comme le Portugal, par exemple, je pourrais montrer le cours que j'ai créé. Peut-être que je vais rectifier 2-3 trucs dans la première version, mais
je trouve que le cours que j'ai donné, ça vaut la peine de partager. Ça vaut la peine d'être partagé. Et maintenant, je cède la parole à Simon Flandin. Merci beaucoup. Ça va? Ouais, ça va. C'était très clair, merci. Alors je prends la suite. Laurent l'a mentionné tout à l'heure. Il y a quelques jours, l'inclusion a été mise sur le devant de la scène. Et puis, on ne voulait surtout pas donner l'impression avec cette conférence que l'innovation, si l'on peut dire, de ce projet était quelque chose qui aurait commencé de zéro. Et on voulait insister sur le fait qu'il y a énormément de choses qui se font en dehors de l'université et qui sont très estimables sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, y compris par le travail, y compris dans des activités de formation. Et donc, voilà, on voulait aussi indiquer en quoi finalement l'Université de Genève est déjà très impliquée sur les questions d'inclusivité, que ce soit pour l'accessibilité, quand on pense plus particulièrement aux personnes à mobilité réduite, sur les besoins particuliers de nos étudiants, sur les besoins particuliers de nos collaborateurs, de nos collaboratrices, par des ressources qui sont produites, et puis aussi par des actions de sensibilisation, de formation et d'événements qui sont à destination du public. Peut-être que, eu égard à ce qui a été présenté par mes camarades et par rapport à ce qui se fait déjà à l'Université de Genève, et ce qui se fait en dehors de l'Université de Genève, notre spécificité, elle est plutôt dans une forme de bénéfice mutuel entre l'université et les intervenants et les intervenantes. Mais je pense que, Rui, tu peux présenter cette slide. Oui. Déjà que du côté de l'université, il y a l'inclusion en acte et le savoir d'expérience et d'expertise, tandis que du côté des bénéfices pour la partie intervenante, il y a la reconnaissance professionnelle d'une part et le développement des compétences d'autre part. En ce qui concerne l'inclusion en acte, pour l'Université de Genève, l'inclusion est une valeur forte, comme en témoigne notamment cet objectif de la COB4, Convention d'objectifs avec l'État qui est actuellement en vigueur. Selon cet objectif, il y a cette importance de développer une politique d'inclusivité recouvrant notamment les questions de handicap, de genre, de conditions socio-économiques et de parentalité. Notre démarche relève d'une forme d'inclusion en acte, non seulement parce qu'elle inclut les personnes concernées parmi le corps enseignant, mais aussi parce qu'elle concrétise une passerelle entre recherche, enseignement et société civile, qui est un autre objectif de la COB4. En plus des savoirs académiques dans de nombreux domaines d'enseignement, les savoirs d'expérience sont précieux à la formation de nos étudiantes et étudiants et étudiantes, notamment pour la formation professionnelle aux métiers de service tels que l'éducation et la santé, et pourtant encore assez peu mobilisés à l'université. En ce sens, notre démarche répond à plusieurs objectifs stratégiques de l'Université de Genève en soutenant la qualité de l'enseignement et en contribuant à des formats pédagogiques innovants afin de répondre aux besoins de publics variés. Du côté des bénéfices pour la partie intervenante, si les personnes concernées par un handicap, par une maladie ou par une situation particulière sont régulièrement invitées à témoigner de leur expérience dans des espaces de formation, notre démarche vise à dépasser le témoignage et à reconnaître et encourager une capacité professionnelle à formaliser et à transmettre des savoirs d'expérience qui font l'objet d'une conceptualisation plus avancée et ainsi construire une expertise spécifique. Pour bénéficier de ces savoirs d'expérience, les institutions et organismes de formation doivent d'une part engager les personnes concernées, mais aussi contribuer à leur professionnalisation surtout. Notre démarche est une preuve que les universités et les autres écoles, notamment, peuvent jouer un rôle important dans ce processus. À court terme, par la mise en œuvre de dispositifs professionnalisants, mais aussi à moyen et long terme, en contribuant à la création de programmes spécifiques de formation de personnes formatrices
comme nous le faisons en partenariat avec l'association ASA Handicap Mental. Léa Beau, je te passe la parole. Oh, à moins que Simon veut prendre la parole d'abord. Merci, Rui. Alors, cette organisation, cette articulation entre université et intervenants inclus dans le corps enseignant. Donc nous l'avons fait ici à l'université on va dire dans le domaine du handicap, mais on a commencé par le dire et puis on va continuer à le dire. Finalement, il y a de nombreux domaines dans lesquels des extensions seraient possibles dans différents domaines d'enseignement universitaire. Les domaines d'enseignement universitaire sont vastes et ce que je veux vous proposer maintenant, c'est une sorte de panorama tout sauf exhaustif de différents domaines dans lesquels l'inclusion dans l'équipe pédagogique, dans l'équipe formatrice, de personnes en capacité de conceptualiser et transmettre des savoirs d'expérience nous semblerait profitable. Alors, il y a des domaines dans lesquels ces pratiques sont déjà bien installées, comme dans le domaine de la santé, à travers notamment les fonctions de patient formateur et de patient instructeur. Donc, s'il y a un domaine dans lequel ces pratiques d'inclusion des patients, des personnes concernées à des places d'instructeurs et formateurs est bien développé, c'est celui de la santé. Il y a parmi vous des personnes qui sont des acteurs, des actrices d'ailleurs importants de ce mouvement dans le Genevois. Et donc, à quoi ça contribue ? Ça contribue notamment à des améliorations, à une qualité de l'enseignement vis-à-vis des domaines de la qualité de la sécurité des patients, une mise en avant des aspects psychosociaux de la maladie et bien sûr de l'inclusivité dans le parcours de soins de façon plus générale, qui est, je crois, une tendance lourde actuellement, contemporaine des pratiques de soins. Alors si ces pratiques sont relativement répandues dans le domaine de la santé, il y a d'autres domaines dans lesquels elles ne le sont pas ou beaucoup moins, et qui sont des domaines d'enseignement dans notre université, comme notamment le domaine de la pauvreté et des inégalités sociales. Donc, à ce titre, les personnes qui ont vécu la pauvreté, qui ont vécu les inégalités sociales, sont des personnes qui sont en situation d'offrir des perspectives uniques sur les difficultés qu'elles ont rencontrées ou qu'elles peuvent rencontrer et que rencontrent de façon plus générale les communautés marginalisées. Et donc, être capable de conceptualiser leur expérience sous forme de savoir d'expérience et de les transmettre peut notamment enrichir la formation des professionnels qui travaillent dans le domaine social, dans le domaine de l'humanitaire ou encore du développement communautaire. La Suisse, et peut-être en particulier la Suisse romande et Genève, peut-être encore plus en particulier, sont des hauts lieux de migration et qui, de ce fait, doivent répondre à des impératifs d'intégration et d'inclusion. Et cette question de la migration est une question dont je sais qu'elle est beaucoup traitée dans les enseignements ici à l'université. Mais on peut se demander si les migrants et les migrantes eux-mêmes, les personnes réfugiées, ne pourraient pas, à partir des connaissances qu'elles ont développées à travers le processus lui-même de migration, les processus d'adaptation, les défis culturels qu'elles ont dû relever et les systèmes d'intégration auxquels elles ont été confrontées, ne pourraient pas finalement avoir des contributions précieuses pour les professionnels qui travaillent dans le domaine de l'accueil, dans le domaine de l'éducation interculturelle et puis aussi dans tous les apports qui concernent la conception des politiques de migration et des politiques d'accueil. Dans les domaines relatifs à la violence et au traumatisme, que l'on parle de violence domestique, de conflits armés, d'autres formes de traumatisme, évidemment, ces questions sont également abordées dans nos enseignements à l'Université de Genève, notamment dans notre programme de formation continue. Et des personnes concernées peuvent intervenir au sujet de la conceptualisation de la violence, de différentes formes de conceptualisation de la violence et de la vulnérabilité, mais aussi des processus de résilience, de guérison et de reconstruction. Et ces connaissances peuvent être utiles à la formation des professionnels de la santé mentale, des services sociaux ou encore de la justice. Pour continuer avec un domaine qui nous tient à cœur dans la formation des adultes,
les personnes qui ont, dans le domaine de l'emploi et de l'insertion professionnelle, les personnes qui ont surmonté des obstacles dans leur carrière, qui ont connu le chômage, potentiellement de longue durée, des bifurcations ou des reconversions professionnelles, ou qui ont été confrontées à la discrimination dans le milieu de travail, sont des personnes qui peuvent aussi apporter des idées novatrices pour comprendre les difficultés que pose la gestion des ressources humaines dans différents contextes et éventuellement améliorer ces programmes ainsi que ceux de la formation professionnelle. Et bien sûr, pourrait-on ajouter aussi les politiques d'emploi. Dernier exemple et non des moindres, celui du développement durable et des problématiques environnementales et de la lutte contre le réchauffement climatique. Les personnes qui vivent dans des environnements qui sont affectés par des problèmes environnementaux et qui sont engagés contre eux, on peut penser à la pollution, on peut penser à la précarité énergétique, qui est un problème qui se pose de façon très vive actuellement avec cet hiver froid qui se présente, sont des personnes qui aussi développent des connaissances particulières sur la façon dont ces problématiques sont vécues par les personnes et comment est-ce qu'on peut éventuellement y faire face et comment mieux les prendre en compte dans la conception des dispositifs visant à lutter contre eux. Donc la perspective des personnes concernées dans ce domaine peut être intégrée dans des programmes de formation en lien avec le développement durable et avec les politiques environnementales. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais elle vise simplement à donner un aperçu des domaines dont nous savons qu'ils sont traités, qu'ils sont abordés ici à l'université, et dans lesquels la forme de travail que nous proposons, d'une articulation entre la capitalisation, la transmission des savoirs des personnes qui sont directement concernées par ces questions, et puis donc une offre de professionnalisation à ces personnes, dont nous pensons qu'elle est véritablement la plus-value des dispositifs que nous créons, c'est-à-dire offrir en retour à ces personnes qui interviennent des possibilités de développer leurs compétences et de se professionnaliser aussi de manière transversale, avec l'idée que les compétences développées pour intervenir dans un domaine peuvent être réutilisées pour intervenir dans d'autres domaines. Voilà ce qui nous semble être à retenir de ce que nous essayons de développer ici à l'Université de Genève et à d'autres endroits. Et donc, nous pensons aussi que des extensions seraient tout à fait possibles et peut-être souhaitables. Ça, c'est si nos collègues voient aussi cet intérêt dans leur propre programme. Donc, de développer ces expériences dans ces domaines-là. D'ailleurs, le prix que nous avons obtenu vise à étendre la démarche pédagogique au sein de l'Université de Genève, puisque nous avons donc obtenu un financement qui doit permettre de financer une ou plusieurs interventions de notre laboratoire, le laboratoire RIFT, de façon à déployer la démarche auprès d'intéressants enseignants, de très intéressants enseignants, qui seraient aussi intéressés à la démarche. Et donc, la démarche, elle pourrait prendre notamment ces trois séquences, elle pourrait prendre cette forme-là. Une première phase qui consisterait à aider l'enseignant ou l'enseignante concerné intéressé par cette démarche à la définition des savoirs d'expérience utiles au cours concerné. Ensuite, une aide à l'identification d'un intervenant ou d'une intervenante potentielle et à la coopération avec l'enseignant concerné. Qu'est-ce que ça veut dire aider à la coopération ? Bien, c'est qu'on ne peut pas simplement dire on va injecter des savoirs académiques et des savoirs d'expérience dans la formation, puis ça va être magique et la formation va être meilleure. Il faut travailler sur la façon dont ces savoirs peuvent effectivement se compléter eu égard aux objectifs poursuivis par le cours, et puis imaginer des modalités d'articulation entre les enseignants et les enseignantes qui soient véritablement complémentaires et qui soient véritablement au service aussi des objectifs du cours, puisqu'il ne s'agit pas non plus d'avoir des intervenants factices ou prétextes dans lesquels on dit bah voilà, il y a quelqu'un qui vient, c'est vachement bien, on est inclusif, mais en réalité, on ne fait pas ce travail de prendre au sérieux les savoirs d'expérience et de travailler véritablement à leur intégration au cœur même de l'enseignement. Une troisième démarche qui serait donc l'accompagnement de l'encadrement et l'évaluation du stage de professionnalisation formatrice. Donc moi, en tant que formateur accompagnant de RUI, j'ai bénéficié de cet accompagnement et évaluation du stage qui a été assuré par Léa et par Alain. Et c'est vrai que la démarche dans son ensemble, là, je suis vraiment jugé parti. C'est le moment où il ne faut pas me croire. C'est vraiment le moment où il ne faut plus me croire du tout. Je pense que quand même, c'est quand même une modalité qui fonctionne quand même assez bien, en réalité. Bien, donc juste avant de terminer, on termine encore avec des remerciements. Je vais pas citer à nouveau les personnes que j'ai déjà citées au départ, mais remercier aussi, allonger la liste des remerciements
en remerciant toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet, qui continuent d'y participer, qui, complètement indépendamment de notre projet, de leur côté, conçoivent et mettent en œuvre des innovations qui sont au service de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Remercier aussi notre graphiste pour cette belle affiche, Isabelle Descombes. Et enfin, vous remercier toutes et tous pour votre présence et votre intérêt.